Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur pour le printemps 2018. Je me présente, je suis Geoffrey et je suis comme d'habitude accompagné de mes corolégionnaires John. Bonjour. Et Nymphadora. Salut. Alors, au programme d'aujourd'hui, ça va être un peu chargé parce qu'on a beaucoup de news. Il y a eu plein de nouvelles informations sur le TDF et sur Martine pendant la période où on n'a pas été diffusé. On aura une discussion sur un personnage épicé du Trône de Fer. Et comme d'habitude, on aura nos recommandations à la fin. Voilà. Est-ce que le programme vous plaît ? Ouais. Ok. Donc du coup, on va commencer par les news. Et John, je pense que c'est à toi de commencer. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous faire un petit tour des news côté vraiment GDN proprement dit. Donc il s'est passé beaucoup de choses depuis décembre. On vous avait un peu teasé parce qu'il y avait l'AG, etc. Et du coup, l'AG a eu lieu. Elle s'est globalement plutôt bien passée, a priori. On a élu un nouveau bureau. Donc pour ceux qui ne seront pas au courant, je vous présente Madame la présidente de l'association de la garde de nuit, Nymphadora. Ouais, appelez-moi présidente et léchez-moi les bottes maintenant. Voilà, donc le putsch est en cours de préparation par messieurs le vice-président et le secrétaire, donc Geoffrey et moi-même, pas respectivement, mais inversement, vu que j'ai dit à l'envers. C'est ça. On m'a élu comme secrétaire parce que j'écris super bien. Voilà, on va dire ça. Et on a également secrétaire adjointe Babar des Bois, trésorier Lapin Rouge et trésorier adjoint l'Ordre du SMA. Voilà, donc ça c'était globalement l'élection du bureau. Il s'est passé pas mal d'autres trucs à l'AG. Il y a eu un récapitulatif sur le blog globalement. L'autre information primordiale, majoritaire, géniale de ce début d'année, c'est le retour du wiki. Grâce à la niaque de notre nouvelle présidente, je pense qu'on peut le dire. Yeah. Et grâce à l'aide de beaucoup de gens qui nous ont bien aidés, grâce à un bot qui a récupéré plein de pages. Et donc en ce moment, le but c'est la reconstruction. Tout le monde peut aider, toutes les petites mains sont les bienvenues. Il y a plein d'aides, de docs pour vous aider. Il y a plein de gens qui seront prêts à vous aider aussi si vous voulez aider. Il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit, pas besoin de connaître la syntaxe, même pas besoin de connaître le Trône de Fer pour certains trucs. Il suffit parfois c'est des copier-coller, parfois il faut relire, parfois il faut... Bon, si vous connaissez bien le Trône de Fer, vous pouvez réécrire les articles qu'on a perdus, c'est bien aussi, mais voilà, on accepte tout le monde. Il y a énormément de choses à faire. On va d'ailleurs lancer un jeu pour reconstruire le wiki en s'amusant, donc ça va être très rigolo et il y aura plein de choses à faire, on va bien s'amuser, globalement. Oui. Ouais, et on remercie tous les participants qui travaillent de ouf parce que c'est impressionnant quoi. Quand on est revenu, il y avait environ 3000 articles et ils cravachent jour et nuit ces gens et maintenant on est à plus de 4500 articles au moment où je vous parle et toutes les nuits il y a des centaines d'articles de nouveaux postés donc je sais pas, ça se trouve quand vous nous écouterez, il y en aura 10 000 au point où ils en sont. Donc voilà, merci aux contributeurs. Ce sont des grands malades, mais on les remercie du fond du cœur, parce que c'est vrai que le wiki, c'est un peu ce qui nous manquait le plus, je pense. Oh oui. Du coup, le forum, c'était moins primordial, mais ça avance aussi. On est un peu en phase de test et d'implémentation en parallèle. Ça va potentiellement évoluer entre le moment où on enregistre et le moment où le podcast va sortir, mais ça sera probablement pas encore finalisé, vu qu'il y a beaucoup de tests à faire, pas mal de trucs à faire, mais ça avance en tout cas, ça avance. Donc voilà, ça c'était le point un peu technique.
Sinon, la garde de nuit, ça a aussi été récemment une nouvelle émission à laquelle on a été invité, qui s'appelle Les Arcanes du Trône, qui a été organisée pas du tout par nous, mais à laquelle plusieurs de nos membres ont participé, dont Geoffrey. Geoffrey, est-ce que c'était bien ? Oui, c'était très bien. Alors, c'était très intéressant. C'était l'une des premières fois où on assistait vraiment à un truc qui faisait vraiment pro au niveau de la technique, parce que on voyait qu'ils avaient du matos, ils étaient vraiment bien organisés et tout. Le thème de l'émission était aussi très intéressant parce que c'était le pouvoir dans le trône de fer en fait, et c'était vraiment sympa. Ils avaient invité une doctorante en histoire médiévale qui parlait justement du pouvoir dans le trône de fer et de son approche aussi dans la fantasy, le pouvoir dans la fantasy aussi. C'était vraiment bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est effectivement le fait que l'émission soit coupée en 15 minutes, ce qui fait que quand on la regarde, ça donne un peu l'impression d'avoir un truc rushé, alors que en fait, quand on est sur place, c'est pas du tout rushé. Mais le montage fait qu'on a l'impression qu'il manque des bouts, ou que c'est pas du tout assez exploité, ou ce genre de choses. Et c'est un petit peu frustrant en fait, parce qu'il y a plein de choses dont on parle et qui sont pas à l'antenne, on va dire. Et il y a plein de choses dont on aimerait parler, mais dont on n'a pas le temps de parler parce que c'est un format court. Après, c'est une jeune équipe, c'est un tout nouveau concept, donc ils essuient les plâtres, faut avouer. Et il faut aussi dire que quand on a participé, on était 7 participants en plus de l'intervenante et de la présentatrice, là où ils attendent un peu plus de personnes. Donc du coup, on s'est retrouvé un petit peu à faire le mi-public, mi-intervenant, ce qui peut donner une espèce de sentiment un peu bâtard dans nos interventions. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un peu inhérent au fait qu'il n'y avait pas assez de monde, quoi. Mais du coup, le prochain enregistrement, c'est le 13 mars. Donc la diffusion du podcast, ça aura déjà été fait, et puis on verra ce que ça aura donné. Ouais, c'est un projet à suivre en tout cas, donc on regarde attentivement comment ça se passe, et puis de toute façon, comme ils nous invitent et qu'ils sont gentils avec nous, c'est toujours intéressant pour nous d'aller voir des choses comme ça. Oui, et puis surtout qu'en plus, vu qu'ils ont beaucoup aimé notre approche, ils ont prévu de faire, a priori, je dis ça, je sais pas, mais ils ont a priori prévu de faire un épisode spécial sur les livres, puisqu'il faut le rappeler, Les Arcanes du Trône, c'est en partie sur la série, et pas sur la saga. Donc c'est sur la série TV et pas sur la saga de livres. Donc voilà, il y a aussi cette petite dichotomie qu'il faut relever. Et du coup, comme on leur a bien vendu du rêve, on aura peut-être une émission spéciale, rien que pour nous. Eh la classe. Et sinon, aussi en activité, la garde de nuit, dirais-je, il y a eu une nouvelle interview de Simonetti. Donc il y en avait eu une en 2014 déjà, qu'on a republiée au passage. Il y en a eu une nouvelle faite là en 2018 par Gray, à l'occasion d'une exposition à Annecy où Simonetti, pour rappeler, c'est un des plus grands illustrateurs du Trône de Fer, donc c'est un peu la classe. Donc il y a eu une nouvelle interview de lui, faite par Gray à Annecy, qui est aussi sur le blog, donc vous pouvez retrouver sans problème. Et vu qu'on parle d'illustration, je vais passer la main à Nymphadora qui va nous parler d'illustrateurs. Et ouais, parce que du coup, il n'y a pas que Simonetti qui fait une exposition, il y a aussi Magali Villeneuve, qui est aussi une très grande illustratrice du Trône de Fer, et notamment qui a illustré les jeux de cartes, et qui est aussi dans l'encyclopédie des origines de la saga. Et qui est aussi très très doué. Donc il y a une exposition de ses œuvres à Épinal. Allez voir l'expo, ça a l'air vachement bien. Et Magali, si tu nous écoutes, il n'y a pas de raison qu'on interviewe juste Simonetti, donc big up quand tu veux. Voilà, l'appel est lancé, donc si elle nous écoute, un petit mail et puis voilà. Et dans les autres news d'illustration, on a appris que le calendrier 2019 va être illustré par John Jude Palancar, qui est donc un illustrateur qui a notamment travaillé sur Eragon, qui va s'occuper des illustrations du calendrier 2019. Donc, parce que comme vous le savez, et probablement, tous les ans, il y a un nouveau calendrier avec des illustrations absolument magnifiques, et tous les ans, l'illustrateur change. Donc voilà, on a eu Simonetti, on a eu... je crois que Magali Villeneuve aussi a fait... Enfin, il y a eu plein de grands noms de l'illustration qui ont fait le calendrier Song of Ice and Fire, et cette année, donc c'est John Jude Palancar, qui est aussi Monsieur Eragon. Sinon, dans les autres news, plutôt axées série télé cette fois-ci, on a appris qu'il n'y aurait pas de série dérivée de Game of Thrones
avant au moins 2020, d'après HBO. Et par ailleurs, on sait désormais que la série Game of Thrones, elle, ne sera pas diffusée avant 2019. Donc il va falloir prendre notre mal en patience. Oui, et au moment où on enregistre, je signale, parce qu'on a toujours un petit décalage, on n'a pas la date précise. Hein. Ça se trouve, elle va tomber là en fin mars et on sera eu, mais là on enregistre et on n'a pas encore la date précise. Donc voilà. Donc ce sera l'année prochaine. Ça sera en 2019 de toute façon. Ouais. Ça c'est confirmé. Oui, ça c'est bon, c'est confirmé. Et pour rappel, les séries dérivées, on fait juste un petit rappel de ce que c'est. Alors en fait, c'est des spin-offs ou des préquels. Où en fait on sait pas très bien exactement de quoi elles vont parler, toutes ces petites séries, parce qu'il y a donc 5 projets de séries qui ont été commandés par HBO. Donc ils ont déjà dit que les 5 ne se feront pas, c'est juste 5 scripts qui ont été commandés, et parmi ces scripts, ils vont choisir, et il y aura vraisemblablement au moins une série dérivée qui verra le jour. Et bon on sait pas trop sur quoi. Moi je parie sur la danse des dragons ou la conquête. Je pense que ce sera un truc Targaryen. Mais bon, les paris sont ouverts de toute façon. Moi j'aimerais bien un CSI Port-Réal, tu vois. Ce serait trop bien, tu vois, avec une équipe de manteaux d'or qui résolvent des enquêtes. Et Bronn qui vient faire des petits clins d'œil. Ouais, c'est ça. Alors par contre, ce qu'on sait, c'est que il y a une série qui ne sera pas les aventures de Dunkelhoff. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui. George Martin l'a dit. Ce ne sera pas les aventures de Dunkelhoff. Ça, on peut le rayer, mais après, tout est possible. Ça laisse beaucoup de matériel. Ouais. Sinon, au rang des news de séries adaptées d'œuvres de George Martin, il n'y a pas que Game of Thrones. Il y a aussi Le Volcrin, donc Night Flyers, en version originale, qui est une nouvelle de SF qui avait été écrite il y a quelques années par Martin et qui va être adaptée par Sci-Fi. La série a été officiellement commandée, le casting est fait, et franchement je pense qu'il y a moyen que ce soit bien, parce que Sci-Fi en série SF ils sont très très bons. C'est notamment eux qui ont fait The Expanse, qui est une très bonne série. Ouais, ça je confirme, elle est excellente. Et en plus de ça, il y a Ewan McKellen qui est trop beau. Alors voilà, je suis contente parce qu'il a été casté dans un rôle. Alors voilà, excusez-moi, mais je suis fangirl à mort. Ah, ça y est, ça commence. Non mais désolé, mais Kit Harington, tu peux pas tester quoi. Il y a une McKellen en face. Voilà. Bref. Merci Nofa. Bref, et sinon, dans le genre autre news audiovisuelle, on a aussi appris que les 2 showrunners de Game of Thrones vont travailler sur une série de films Star Wars. Donc eux aussi, ils vont pouvoir se recycler, c'est bon. Ils vont avoir du travail après Game of Thrones, et donc ils vont bosser sur Star Wars. Alors, c'est une série de films ou c'est une série? Non, c'est une série de films. On est sûr de ça? Parce que moi j'avais vu série, donc c'est pour ça que je me pose la question. Non, moi j'ai vu série de films. Série de films, oh là là. Ok, bon. D'accord. Donc les fans de Star Wars, voilà, commenteront comme ils le souhaitent. Exactement. Nous ne dirons rien. Voilà, je ne donnerai pas mon avis, étant fan de Star Wars moi-même, donc voilà, je me tais, je ne dirai rien. Et du coup, Geoff, puisqu'on ne donnera pas notre avis, je vais te donner la parole sur les publications plus livresques cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, c'est à moi. Alors. Mais quelle surprise. Mais oui, mais quelle surprise. Oui, c'est absolument pas préparé tout ça. Non, pas du tout. Donc du coup, au niveau des nouvelles sur les publications, il va y avoir la publication du tome 7. Non, pas du Trône de Fer, hein. Ne vous excitez pas, mais de Wildcards en français le 7 mars prochain, donc le lendemain de quand on enregistre en fait. Donc voilà, vous savez qu'on enregistre le 6 mars. Donc pour savoir, je vais faire un rappel vite fait sur ce qu'est Wildcards. C'est un monde où il existe des super-héros à cause d'un virus extraterrestre. Et Wildcards est une anthologie où plusieurs écrivains partagent le même univers et où chacun écrit une histoire d'un super-héros, soit différent, soit s'il revient, il réécrit une histoire qui poursuit l'histoire de ce super-héros. C'est vraiment sympa à lire. Après, faut aimer le concept du je change de style d'écriture parce que c'est des écrivains différents à chaque fois, donc forcément ça change un peu à chaque fois. Et faut aimer le style anthologie en fait.
C'est vraiment compliqué à apprécier, je pense. Donc voilà, mais après c'est vraiment sympa à lire. Il y a des tomes bons et il y a des tomes moins bons. Je pense au tome 3, je crois, qui est que j'ai trouvé un peu moins bon dans mon souvenir. Mais voilà, donc là le tome 7 va sortir en français. Ensuite, niveau Attends, juste un point, parce que bon, à chaque fois on nous dit mais George Martin il travaille pas sur Tuo, c'est un scandale. Alors juste à la base, en anglais, le tome 7 de Wildcards, il est sorti en 1990. Hein. Donc voilà, vous excitez pas, c'est bon. Et ça n'a pas la publication du tome 7 de Wildcards ne prend pas de temps à George Martin. D'ailleurs, tu me donnes une bonne transition, parce qu'en parlant de prendre du temps, etc., on a appris aujourd'hui même que Martin faisait une pause sur Noteblog, qui est son blog. Alors, il est c'est a priori pas lui qui écrit tous les textes de Noteblog, mais il s'en sert pour transmettre des informations. Et on a appris aujourd'hui qu'il allait faire une pause parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de trucs qui sont en cours, et ça lui prend beaucoup de temps, et il est en rush, et il est stressé, et voilà. Donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça signifie, mais en tout cas, il fait une pause. Dans mon souvenir, il n'en avait jamais fait avant, enfin, je ne crois pas. Donc voilà, donc ça peut laisser subodorer que quelque chose se passe, mais bon, on va rien dire, parce que je vais rebondir sur ma troisième news, qui est Fire and Blood, qui est a priori prévu pour cette année. Alors, Fire and Blood, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse encyclopédie, on va dire ça, qui va raconter toute l'histoire des Targaryens, mais toute. Donc, elle sera découpée en 2 volumes. Le premier est en grande partie déjà écrit, donc ça on l'avait dit en juillet je crois, parce que les textes en fait proviennent de surplus d'écrits que Martin a fait pour l'encyclopédie de 2014. Donc là du coup le premier tome il est pratiquement fini, et ce tome s'arrêtera au règne d'Aegon III. Le deuxième tome lui reste en grande partie à écrire, et il est pas pour tout de suite, parce que a priori, et là c'est un peu du semi-officiel parce que c'est des réponses qu'on a eues via des commentaires de blog, donc c'est pas forcément voilà, c'est que le deuxième tome paraîtra après Tuo, et que Martin espère sortir normalement Fire and Blood le premier tome avant Tuo. Voilà. Donc cette année on aura au moins Fire and Blood, et avec un peu de chance, mais ça ce qu'il avait annoncé l'année dernière, peut-être Tuo, mais c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que là, il est en mode je bosse, je travaille, et voilà, ça avance. On peut rien dire de plus. Relisez les tomes, relisez nos formidables théories qu'on a sur le blog, parce que ça aide pas mal à découvrir plein de trucs. Puis voilà. On va passer au débat du jour. Ah, la discussion. Donc, on a décidé de vous parler d'Ariane Martel, et plus précisément de ce qu'elle fait à la fin du 4e tome. C'est-à-dire l'enlèvement, l'espèce de pseudo-enlèvement de Myrcella et ses conséquences. Donc, en gros, si je résume le plan et ce qui s'est passé avec Ariane, c'est que elle a décidé d'enlever Myrcella, qui était à ce moment-là en pupillage, chez Doran, chez les Martels. Ouais. Donc, elle enlève Myrcella. Il s'enfuit, elle, avec les autres conjurés. Donc les conjurés, c'est ses amis d'enfance. Donc il y a Garin, Ser André d'Alt, Sylva Santagar, Sombrastre, le fameux, le plus stylé, et son amant du moment, Ser Harris du Rouvre, donc le chevalier de la garde royale. Ils enlèvent Myrcella, ils s'enfuient, et ils se font rattraper par Aero Ota, qui leur dit on rentre à la maison, là, ça va pas du tout. Vous avez des baskets, vous passez pas là. C'est pas possible. Voilà. Et là, Sombrastre dit oh là là, mais ça ne va pas du tout. Donc il donne un coup d'épée dans Myrcella, il la défigure, il lui coupe l'oreille, etc. Et après il se barre. Globalement, ouais, c'est pas ça, quoi. Tu vois, tout en classe et en finesse. Voilà. I am the night. C'est ça. Et on va pas réussir à garder Geoff concentré, je crois. Ah mais avec Darcy, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, on va détailler un peu plus tout ça. Et donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi Ariane décide-t-elle de faire ça ? Quelles sont ses motivations ? Et donc c'est Nymphadora qui va nous expliquer tout ça. Alors en fait, à la base, Ariane, elle a quand même une vraie raison pour faire son coup d'éclat. C'est-à-dire que elle veut couronner Myrcella comme étant, selon la loi dornienne, la vraie héritière du trône de fer, et non pas Tommen, puisque à Dorne, c'est la sœur qui hérite avant le frère cadet.
Et alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce que non seulement elle trouve que Myrcella devrait hériter, et en plus elle a envie d'embêter les Lannister, qui viennent en plus de tuer Oberyn Martell, donc les gens sont un peu saoulés à Dorne. C'est ça, c'est révolte un peu dans les villes, quoi. Voilà. Mais en plus de ça, Arianne, elle a aussi appris qu'il se passait des trucs un peu bizarres avec Quentin. Et Quentin, c'est son petit frère qui, manifestement, serait l'héritier de son père, Doran. Et donc, si vous m'avez écouté, vous savez que, selon la loi dornienne, c'est elle l'héritière, puisque c'est elle la grande sœur. C'est pas Quentin. Du coup, le coup d'éclat de Arianne, c'est non seulement pour embêter les Lannister, mais c'est surtout pour montrer que, la loi dornienne, c'est la loi dornienne, et que Dorne, c'est pour elle. Donc voilà, c'est aussi une façon de s'affirmer. Parce qu'en gros, elle a vu, en fait, là, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a, je sais plus si elle a lu un document ou si elle a surpris une conversation, mais en gros, elle a vu quelque chose qui disait que Doran considérait que ça serait pas elle qui hériterait de la principauté de Dorne. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'elle sait pas, c'est qu'en fait, c'est parce que Doran a décidé que elle hériterait du trône de fer parce qu'elle allait se marier à Viserys Targaryen. Mais comme il lui a pas dit ça, elle a juste su qu'elle hériterait pas de Dorne, et donc elle pense que c'est son père qui l'a déshérite pour son petit frère, et elle est pas trop contente. Ouais, parce que donc pour revenir sur le plan de Doran, en fait Doran a toujours soutenu les Targaryens, et juste après la révolte de Robert Baratheon, il a conclu en secret un accord de mariage qui promettait à Viserys, qui à l'époque était un petit garçon, et Daenerys était encore plus petite. Ils vivaient dans la maison à Porte-Rouge, à Braavos. Et bref, du coup, il a conclu un accord de mariage entre Viserys et Arianne. Ce qui se passe, c'est que finalement, il apprend que Viserys est mort dans le premier tome, donc dans Game of Thrones. Et du coup, il est obligé de changer tous ses plans. Et finalement, c'est pas Arianne qui devrait épouser Viserys, mais c'est Quentin qui devrait aller épouser Daenerys. D'où tout l'arc de Quentin dans Dance with Dragons. Oui. Mais bon, voilà, tout ça, Arianne, elle est pas au courant. Donc du coup, pour elle, la seule chose qu'elle voit, c'est que Doran, il a décidé de la déshériter et qu'il ne la considère pas comme héritière de Dorne. C'est ça. Donc elle a besoin de faire un coup d'éclat, et son coup d'éclat, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, écoutez, on a l'héritière royale sous la main, on va la couronner reine, et pour ça, on va aller la cacher dans le désert. Donc on l'enlève, on va la cacher dans le désert, et là, on va la couronner. Les Lannister, ils vont être obligés de venir nous faire la guerre, mais nous, on est Dorne, hein, on n'a jamais été conquis. Les Dorniens ont toujours résisté face aux envahisseurs. C'est pas maintenant que ça va commencer, surtout que les Lannister sont pas forcément en très bonne posture, puisqu'ils se sont quand même cassés les dents face à l'armée du Nord, etc. Donc du coup, quand les Lannister vont envahir pour récupérer leur héritière couronnée et faire la guerre, ils se prendront une pâtée. Et du coup, ça sera Myrcella, la vraie reine. Tristan, qui est l'autre petit frère de Arianne, et qui est le promis de Myrcella, sera donc le roi de Westeros, aux côtés de Myrcella. Et Arianne, elle récupérera la main sur Dorne. Donc ça, c'est le plan. Ouais, autant dire que le plan, il a pas très bien tourné. Hein. Il a pas très bien tourné, mais qu'est-ce qu'on pense de ce plan ? Parce que... d'après mes informations, il y en a un dans cette conversation qui n'est pas convaincu par ce plan. Non, Jeff ? Oui, moi je suis pas convaincu, oui, effectivement. Oui, je sais pas, je trouve l'idée un peu, comment dire, j'allais dire débile, mais j'oserais pas, tu vois, je me permettrais pas, mais, si, le plan il est débile. Elle y gagne rien. Il y a toutes les chances pour que, de toute manière, ça tourne mal. Parce qu'à partir de quand tu imagines que la pupille Lannister, qui est censée être protégée par Dorne, Doran va juste faire oui, c'est bon, elle est partie, elle a disparu, je m'en lave les mains, je m'en fous. Non. Je veux dire, c'est évident que ça allait mal tourner.
Et puis le plan de la faire couronner, bah oui mais non, Myrcella elle est pas dornienne, donc déjà ta loi dornienne, bah tu te la mets sur l'oreille et puis tu vas te coucher avec parce que ça sert à rien. Et puis ça m'étonnerait que les Lannister et toutes les autres familles de Westeros acceptent que là comme ça, sous un coup d'éclat, tout d'un coup les lois dorniennes bah prévalent sur les lois du royaume, tu vois. Donc je trouve le plan un peu abracadabrantesque pour paraphraser l'un de nos grands présidents. Moi, je suis pas trop d'accord. Hein. Ouais. Tu veux dire Nympha ou... Je soulèverais juste le fait que à Dorne, les gens sont excédés et ils veulent du sang, ils veulent la guerre et ils en ont marre de l'attentisme de Doran. Et Arianne, c'est pas la première à suggérer le couronnement de Myrcella. Il y a déjà Taillerne, qui est une des aspies des sables, qui demande à ce qu'on couronne Myrcella. Potentiellement, son père Oberyn l'aurait suggéré avant elle. Enfin, du coup, c'est pas une idée qui sort du chapeau comme ça. Il n'y a pas que Arianne qui y pense. Dorne a envie de se soulever et ils ont une pièce maîtresse. Ils ont, dans la guerre des 5 rois, eux, ils ont la 6e reine. Donc ouais, ils veulent jouer une carte et il se trouve qu'ils ont quand même une des pièces maîtresses en main, donc pourquoi pas. Ouais. Bah, c'est ça, et je pense que le plan c'est pas vraiment, en fait le plan c'est pas de dire on va proclamer Myrcella reine et tout va bien se passer. Je pense que le but c'est plus de provoquer une guerre en fait. C'est de forcer la guerre entre Dorne et les Lannister sur cette occasion, en disant bah pour nous c'est elle la reine légitime et si vous êtes pas content venez voir quoi. Et ça fout les Lannister dans la merde parce que ça se retrouve à être Lannister contre Lannister, ça les force à venir faire la guerre à Dorne. C'est aussi ce qu'effectivement, comme disait Nympha, c'est ce que demande le peuple dornien. Et au passage, en plus, ça rappelle la légitimité d'Arianne à l'héritage de la principauté. Donc, pour moi, le fautif là-dedans, en fait, c'est plus Doran qui a pas du tout tenu au courant Arianne de ses plans à lui, qui a tout fait dans son coin. Et du coup, il peut pas trop s'étonner que sa fille, bah, elle décide de faire des trucs parce qu'elle a l'impression que son père faisait. Elle peut pas savoir que son père a prévu 50 coups d'échec plus loin. Ah oui, non mais alors, qu'il y ait un problème de communication avec Doran, ça, oui. Ça, le pauvre gars, il a un vrai problème au niveau de la communication, ça c'est clair. Après, en ce qui concerne Dorne, de toute façon, je serais mauvaise langue, et je dirais que Dorne cherche toujours une raison pour se soulever, de toute manière, quoi qu'il arrive. Non mais après là Dorne et là pour le Dorne, coup, il y a quand même leur Oberyn qui leur est revenu en bouillie. Et en plus de ça, ils ont vraiment une grosse dent contre les Lannister qui ont fait tuer leur princesse Elia. Oui, mais donc, je veux dire, le peuple dornien, il s'est pas impliqué du tout dans la guerre des 5 rois, mais il en a marre, et il en a marre de voir son roi Doran ne rien faire. Les Aspics des Sables, Arianne, tout ça, c'est un peu la voix de ce peuple-là, et Oberyn l'était aussi avant, où il disait, voilà, mon frère... Oui, alors je ne nie pas la légitimité de la colère du peuple dornien, on est d'accord. Oui, mais je pense qu'il y avait peut-être meilleur moyen ou meilleure façon, laquelle je ne sais pas, d'essayer de régler ça. Enfin. Ah bah c'est sûr que c'est un plan assez à la va-vite et pas forcément très réfléchi. On sent qu'elle a pas forcément joué les 10 coups d'échec à l'avance, elle. Là, c'est plus du rentre dedans et du allez, je fais ça, je vais tout faire exploser, comme ça au moins ça va bouger, quoi. C'est une autre technique, mais. Ah bah ça a bougé, hein, ça a même explosé. C'est ça, c'est une technique qui oreilles, il y en a qui sont morts, donc j'ai envie de te dire, ouais, ça a bougé, ouais. Parce qu'on est oublié de dire que quand ils essayent d'enlever Myrcella, bon, il y a Hero-Ota qui est là qui fait vous passerez pas parce qu'il nous fait une Gandalf, et Harris du Rouvre fait non, je suis un chevalier, je suis courageux, et il se fait trancher en deux, quoi. Oh, Harris. Le pauvre petit Harris, quoi. Ah. Mais Harris. Top dédicace à Yoda d'abord, qui nous écoute. Voilà. Ouais, bah Yoda, désolé, mais ton Harris chéri, c'est un peu un grenasse quand même. Non, mais il est mignon quand même, Harris. Ouais, il se rêve grand chevalier et il tombe amoureux d'Arianne parce que bon, bah, faut dire que Arianne, voilà quoi, c'est un peu Pénélope Cruz, quoi. Et ce pauvre garçon, Harris, là, qui était là dans la garde royale, qui a pas le droit de se taper une fille et tout, pouf, il est là face à ses vœux, et qu'est-ce que vous voulez faire de vœux quand vous avez Pénélope Cruz en face de vous? Bon, bah voilà, il cède, il craque, mais il s'en veut, il est dans un vrai
tourment intérieur, ce pauvre garçon. Et en plus de ça, il est censé protéger Myrcella, mais il est amoureux d'Ariane, et Ariane, elle veut enlever Myrcella. Alors, oh là là, le pauvre garçon, quoi, il est en plein tourment, quoi. Donc voilà, je pense que le plan... Alors, comment dire, je sais pas, oui, mais comme on a dit, le problème c'est que ça a vraiment été un plan qui n'a pas été réfléchi, qui a été fait à la va-vite, et qui a été fait parce que, enfin voilà quoi. Moi je pense la fille de Doran, du coup ça va passer, tu vois. Voilà, à la one again, hop, ça va passer crème, y a pas de souci. Non, mais on sent que Ariane, elle est jeune, elle est un peu impulsive, et puis en plus c'est bon quoi, elle a ses meilleurs potes avec elle, on est une bande de potes, ça va forcément marcher quoi. Voilà. Sauf que, quelle belle transition, sauf que ça n'a pas marché car on sait pas en fait, on sait juste que ils se sont barrés et là il y a le chef de la garde de Doran qui les a interceptés, qui leur a fait là c'était la dèche. Donc la grande question c'est pourquoi ça a échoué, qui a parlé, qui a trahi la conspiration. On a, sauf erreur, je pense que c'est Doran qui dit à un moment que quelqu'un finit toujours par parler, mais il nous en dit pas plus. Donc on a différents suspects. C'est Geoff qui va nous les présenter. Oui, Geoff. Alors, déjà le moins probable, on va dire que c'est notre cher ami le Batman du pauvre, Darkstar. I am of the night, parce que bon, il agit un peu... voilà. S'il a effectivement trahi, son action ne fait pas de sens. Enfin, je sais pas, mais... Ouais, effectivement, s'il a trahi, c'est que qu'a priori c'était pour empêcher la guerre, puisque Ariane voulait créer une guerre en couronant Myrcella. Donc lui, donc le mec qui a trahi, il a forcément voulu empêcher la guerre. Et Darkstar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un coup de hache dans la tronche de Myrcella. Donc dans le genre déclaration de guerre. Et il lui coupe l'oreille. Donc voilà, c'est un peu voilà, dans le genre déclaration de guerre, ça se pose là. D'ailleurs, ça foutra un peu le dawa avec Doran du coup. Donc voilà, donc je pense que Darkstar on peut l'éliminer. Moi perso, j'aimais bien l'idée d'Aris parce que voilà, comme tu disais, il est un peu entre deux feux, entre son amour naissant pour Ariane et ses vœux. Donc ça se trouve il a parlé, mais du coup il se jette au combat parce qu'il se voit mourir dans un coup d'éclat parce qu'il a trahi. Enfin voilà. Bon, c'est pas forcément très crédible, mais j'aime bien l'idée. Moi j'y crois pas trop. Aris, s'il avait trahi, il se serait pas balancé sur la hache de Aerota quoi. Enfin la hallebarde. Il s'est trahi. Enfin, il a trahi la femme qu'il aime et du coup dans un baroud d'honneur, il va pour se suicider en fait. Tu vois. Ouais. Suicide. Mais bon. Après, on a son point de vue et à aucun moment il y a j'ai trahi ou ce genre de truc, tu vois. Donc bon. Ouais, et puis c'est pas très. C'est voilà. J'aime bien. Ça fait très roman de chevalerie où le mec trahit pour sa conscience, mais se sacrifie pour son amour, etc. Mais on n'est pas dans un livre comme ça, quoi. On est dans un truc quand même assez crédible. Et là, pour le coup, je trouve ça pas crédible. Surtout qu'on a son point de vue, quoi. Donc, c'est ça. si on n'avait pas son point de vue, ça serait éventuellement envisageable. Mais là, on a quand même ses pensées. Il y a un moment, on s'en douterait quand même si vraiment il avait trahi. Il s'en voudrait d'avoir trahi ou on aurait un indice quoi. Ouais, c'est ça, et surtout connaissant Martin et l'amour des mots qu'il a, il nous aurait mis des petites pastilles. Il aurait mis un petit truc. Et là, a priori, j'ai pas vu grand chose quoi. Donc, mais c'était une idée qui me plaisait bien. Après, il y a, on va dire le triptyque des amis d'enfance. Donc Garin, Ser Andredalt et Sylva Santagar, avec la plus forte probabilité pour que ce soit Sylva Santagar, pardon. Tu trouves la mouchette. En fait, d'accord. En fait, ce qui me fait supposer ça, c'est que c'est celle qui entre guillemets, toujours, s'en sort le mieux parce que Garin est exilé et sa parentèle est censée envoyer des otages. Dre, lui aussi, il est exilé à Norvos. Et elle, Sylva Santagar, elle épouse un vieux barbon de 70 ans. Ouais, mais alors justement... Je ne dis pas que c'est mieux, mais je dis juste que peut-être que... Voilà. Pour moi, justement, celui qui s'en tire le mieux, c'est Dre. Parce que certes, sur le papier, il est exilé. Mais alors déjà, c'est sur le papier, c'est juste ce que Doran a dit à Ariane. On sait très bien que Doran, il a toujours beaucoup de coups d'avance et que ça se trouve, Dre, il l'a envoyé retrouver Quentin ou il l'a envoyé faire le petit oiseau
à un endroit quelconque. Et en plus de ça, sur le papier, il l'envoie où ? Il l'envoie à Norvos pour servir sa femme, la femme de Doran. Oui. Donc du coup, c'est quand même pas non plus une supposition, quoi. C'est quand même pas mal. Norvos, c'est un endroit où il fait chaud, là, hop, on va boire des cocktails avec la femme de Doran. C'est bon, c'est pas non plus la punition de ouf. Sylva, elle, en la mariant avec un vieux barbon, on lui gâche quand même toutes ses chances de faire un autre mariage un jour. Parce que ou bien elle se retrouve en cloque, mais le vieux barbon il a déjà 3 fils, donc ses enfants ils vont jamais hériter. Ou bien elle se retrouve pas en cloque et bon bah du coup elle sera une jeune veuve. Bon bah tant mieux pour elle, mais n'empêche que être une jeune veuve c'est pas aussi bien que être une jeune et jolie demoiselle dornienne vierge qui pourra faire des beaux enfants à un bon héritier, quoi. Peut-être bien, ouais, t'as peut-être raison, effectivement. C'est vrai que j'avais pas réfléchi comme ça. Et ça serait quoi la motivation pour trahir ? Ça serait empêcher la guerre et essayer d'aider à l'effort de paix ? Oui, je pense. Ou alors en tout cas, plus au-delà de la loyauté qu'ils ont envers Arianne, c'est aussi la loyauté qu'ils ont envers Doran. Parce qu'ils sont quand même... c'est quand même leur suzerain. Donc bon... Ouais. On peut se dire que ils essayent d'être loyal envers leur suzerain. Donc c'est toujours compliqué parce que pour le coup, Arianne c'est quand même la personne qu'ils connaissent depuis leur vie en fait. Donc tu mets en balance l'amour que t'as pour celle que tu considères comme ta sœur ou comme ton frère, ta sœur, ou la loyauté que tu dois avoir envers le suzerain que tu lui dois, quoi. Donc c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'on est évidemment dans un livre avec des points de vue. Donc nous on a le point de vue d'Arianne qui considère Garin, Dalt et Sylva comme ses meilleurs amis, BFF forever. Mais ça se trouve dans le sens inverse, il y a peut-être des rancœurs qui font que je sais pas, a priori Dre il a voulu épouser Arianne mais elle l'a conduit. Garin potentiellement pareil, 2 amoureux conduits, on sait pas trop ce que ça peut donner, hein. C'est pas forcément les BFF sur lesquels tu peux toujours compter toute ta vie. Ouais. Effectivement. Donc ça c'est vraiment les suspects les plus probables. Je rajouterai aussi Tierne. Pas parce qu'elle fait partie des conjurés, mais parce que elle aussi, elle avait l'idée de faire épouser Myrcella à Tristan et de la couronner reine. Et ça, elle l'avait dit directement à Doran en lui disant que c'était une très bonne idée, qu'il fallait le faire, etc. Donc, comme on sait que Arianne et Tierne sont très proches et qu'elles se partagent beaucoup de choses et qu'elles discutent beaucoup, peut-être que Arianne a parlé de son plan et que Tierne a juste... fait l'erreur de dire, de parler trop, quoi. Ça peut arriver. Ouais, donc une erreur d'inattention, en quelque sorte. C'est ça. Enfin, si tu veux, ça se trouve, elle a parlé de ça à une mauvaise personne qui, elle, l'a répété à Doran. Et voilà, c'est juste que, voilà. Bah après même quand bien même il y a des servants dans l'histoire, des soldats, il y a peut-être tout bêtement juste un serviteur qui a entendu Arianne parler avec Sylva Santagar et qui a été répété après, hein, on sait pas. Hein. Ouais, c'est pas forcément une trahison, c'est peut-être juste une indiscrétion, quoi. C'est ça. Tout à fait. Et après, il y a la supposition que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée ce matin en surfant sur westeros.org. Parce que oui, on a révisé ce matin, en fait. Et en fait, la supposition, ça serait que Doran a tout compris tout seul, en fait. Qu'il ait suffisamment eu d'alerte ou d'indices subséquents ou un peu tangentiels pour comprendre ce que sa fille était en train de faire. Et il a essayé de l'arrêter. Ouais, mais dans ce cas-là, il aurait été lui parler quand même. Bah, je sais pas, hein. Peut-être qu'il voulait lui apprendre une leçon aussi, hein. En mettant la vie de Myrcella en péril. Est-ce que la vie de Myrcella était vraiment en péril ? C'est quand même pris l'oreille, hein. Oui, mais elle s'est pris un coup d'épée. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Darkstar dans l'équation. Parce que monsieur, il est instable et qu'on sait pas trop vers quoi... Oui, donc sa vie était en péril. Oui, mais peut-être qu'il avait qu'une partie des infos. Je dis pas qu'il avait tout. Je dis juste qu'il savait que sa fille allait faire un truc, que il a voulu l'arrêter en lui donnant une leçon, et qu'il avait peut-être pas prévu le Darkstar. Et surtout les agissements de Darkstar. Le fait que le mec coupe une oreille, je pense que personne n'avait prévu ça.
Oui, certes, mais du coup, c'est quand même un peu risqué de la part de Doran de dire ah, je sais qu'ils vont essayer d'enlever Myrcella, mais je vais les laisser faire pour lui apprendre une leçon. Bah oui, Enfin, mais il aurait pu l'arrêter avant. oui, mais regarde Dire, avec qui elle part avec ses meilleurs amis. Donc Doran, il se dit bon bah c'est bon, ça va, ils vont faire 500 lieues dans le désert, je vais les attendre au bateau et puis ça va rouler quoi, c'est bon. J'envoie Aero Ota et puis je les calme. C'est Ouais, juste. mais Dorn c'est grand quand même. Bon. Enfin, je veux dire, d'accord, certes, il y a un orphelin de la Sang-Vert dans l'équation, donc ils pouvaient se dire bon, ils vont aller chez les orphelins de la Sang-Vert, mais c'était quand même pas forcément le seul endroit où ils auraient pu aller. Oui. Ouais. Je sais pas. Ça fait très mastermind, je sais tout et tout. Bon, puis surtout, bon, bah, en plus, alors je crois que c'est Aero Ota qui dit quelqu'un parle toujours. Je sais plus, je crois pas que Doran le dit. C'est plutôt Aero qui le dit à Ariane. Je sais plus, on va regarder. C'est possible, ouais. En tout cas, bon, on sait quand même qu'a priori il y a quelqu'un qui a parlé, quoi. Oui, il a pas de raison de lui mentir sur ça. Et en plus de ça, c'est un peu un classique dans les plans chez Martin. On voit bien que les secrets sont quand même assez vite éventés quand il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, quoi. Parce que en vrai, c'est plutôt crédible, quoi. Ouais, plus de personnes sont au courant de ce que tu vas faire et plus il y a de chances que l'information fuite, quoi. C'est logique. Ah oui, ça c'est connu, oui. Ouais. Oui, effectivement, je viens de vérifier sur notre bon wiki, et effectivement, c'est bien Aero qui lui dit quelqu'un a parlé. Il est de retour. Ouais, donc bon, c'est vrai que j'aimais bien l'idée, parce que oui, je suis d'accord que ça fait passer Doran pour un mastermind, mais d'un autre côté... Oui, mais d'un autre côté, le pauvre Doran, qu'est-ce qui lui reste, hein, parce que bon, on va peut parler du résultat de son plan avec Quentin, mais le pauvre papy, enfin voilà, le mec, il a quand même passé 19 ans à faire son plan, et enfin voilà quoi, le plan c'était juste attendre. Faire une grillade. Ouais. Je veux dire, waouh, trop cool. Alors le Doran Mastermind, moi je veux bien, mais bon, il a peut-être un petit peu du mal, papy, hein. Donc voilà, ça lui redonnait un petit peu de blason. Comme quoi, Ariane, voilà, elle avait pas tellement tort que ça. Fallait donner un petit coup de pied dans la fourmilière et hop quoi. Parce que bon, Doran, l'attentisme ça va bien un moment, mais au final, ça finit en cramé, quoi. Ouais, c'est un peu risqué comme pari, l'attentisme. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, Jean-Jean, est-ce que tu peux nous parler des conséquences qu'a eu la conspiration d'Ariane ? Alors oui, les conséquences de cette conspiration, donc globalement, il y a plusieurs axes en gros dans les conséquences. On a une partie des conséquences qui vont être plutôt vis-à-vis de Doran et d'Ariane en fait, parce que et tous les conjurés en fait, on a un peu parlé de ce qui arrivait aux autres conjurés quand on cherchait le coupable. Mais Ariane, elle s'en sort pas comme ça non plus. Elle se retrouve enfermée dans une tour comme une princesse, à plus pouvoir communiquer avec l'extérieur et être emprisonnée en fait. Hein. Donc ça lui plaît moyen. Elle sait pas exactement ce qui se passe et elle peut plus du tout en plus agir et continuer à aider à la rébellion. On a aussi les aspics qui sont emprisonnés, ce qui d'ailleurs n'aide pas à apaiser le peuple vu que les aspics sont très aimés. On a Sombrastre qui est en fuite, du coup, parce que il est un peu coupable d'avoir coupé l'oreille de la princesse. Il a quand même essayé d'attenter à la vie d'une princesse, d'une personne royale, quoi. C'est pas ouf pour lui. Et on a aussi, en fait, la couronne qui a envoyé Ser Balon-Swan de la garde royale pour enquêter. En fait, parce que Aris du Rouvre est mort. C'était quand même un chevalier de la garde royale. Et du coup, on a Balon-Swan qui arrive et qui est là un peu à poser des questions. Et Doran, il a emprisonné sa fille, mais il a quand même pas trop envie de dire oui, ma fille a enlevé la princesse et à cause d'elle, Ser Aris du Rouvre est mort. Parce que ça la fout moyen quand même. Ouais, surtout qu'en plus la princesse, elle est pas en grande forme du coup, quoi. Elle est la princesse, elle est pas en grande forme et il a pas envie que ça lui retombe sur la gueule. Donc du coup, de mémoire, ce qu'il décide de faire, c'est un peu de dire tout est la faute de Sombrastre. Allez, Balon-Swan, tu vas vite partir à sa recherche, comme ça tu dégages de mes pattes en plus, tu restes pas à Lancélion, parce que ça m'arrange pas que tu traînes par ici. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça la situation en gros. Il y a Balon-Swan qui est envoyé à la recherche de Sombrastre, Doran qui joue l'innocent et qui veut en parallèle envoyer une des aspics quand même à la cour de Port-Royal pour mettre en place un peu les parties suivantes de son plan,
à tiroir, etc. Et en parallèle de ça, on a toujours les Dorniens qui sont pas contents, qui grognent. Donc c'est un peu une poudrière pour moi, Dorne, là où on en est, avec Doran qui prépare un peu la suite de son plan, avec pas de nouvelles de Quentin, avec par contre une nouvelle flotte qui arrive et qui débarque, qui n'est pas la flotte de Daenerys, mais qui est la flotte d'Aegon ou de Griff, enfin voilà, on sait pas trop. Et donc c'est un peu le bordel, hein, tout cet endroit. Ah bah Dorne, oui, c'est la bonne ambiance là, hein, oui. Ouais. Alors juste pour revenir sur Balon Swan il vient à Dorne parce qu'il apporte le crâne aussi de Grégor. Ah oui, c'est pour ça qu'il arrive à la base. C'est pour ça qu'il arrive. Et en fait, Doran... Une fois là, il pose des questions sur Harris. Doran demande à tous ses bannerets de le ralentir au max, parce que du coup, il faut pas qu'il voit Myrcella blessée, enfin en sang, enfin voilà. Et quand il arrive à Sunspear, il explique, enfin à Lancélion, voilà, il fait ce que t'as expliqué, et voilà. Et c'était juste pour préciser le truc. Ouais, effectivement, t'as raison. Soyons précis. Mais oui, pour Dorne, c'est effectivement un beau sac de vipères. Blague. Parce que effectivement, c'est l'endroit où ça peut se barrer le plus en cacahuète. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant, ce que moi j'aimerais bien voir, c'est Doran qui se met à faire confiance à Arianne et aux Aspics, et là, il a quand même une team de choc. Il a moyen de mettre en action des atouts qui lui ont été légués par Oberyn quand même. Donc, Bah oui, surtout que ces Aspics, là, il est en train de les placer sacrément bien, parce qu'il y en a une qui est à la citadelle, pile là où il y a Euron qui est en train de débarquer avec sa flotte des îles de fer. Tiens. Il a Tayerne qui elle va être à Port-Réal déguisée en Septa. Et alors comme par hasard, il y a une certaine Cersei qui se retrouve sous l'œil de la foi et qui va avoir besoin d'avoir des septas dans le coin. Alors peut-être qu'une jolie petite septa blonde aux yeux bleus, ça lui fera plaisir. Et hop, on place une espionne auprès de Cersei, c'est plutôt bien joué. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Et puis après, bah, t'as Young Griff qui arrive, donc pareil, comme il arrive vers chez eux, il va pouvoir aller envoyer des envoyés. Des ambassadeurs, on va dire ça, comme ça. Ouais, pour histoire de voir, parce que si Aegon est vraiment la personne qu'il dit qu'il est, c'est quand même son petit-neveu, c'est le fils de Elia. Oui. Donc ça fait encore quelqu'un à soutenir. Alors bon, bah ma foi, Viserys il est mort, mais peut-être qu'il peut refiler Arianne à Griff du coup. Voilà, ça y est, il a son roi des 7 couronnes si. Ouais, il a de quoi faire. En fait, il faut juste qu'il arrive effectivement à délayer la réaction de la couronne vis-à-vis de toute cette affaire, quoi. Bah, je pense qu'il aura pas trop de mal étant donné que la couronne est plutôt mal barrée actuellement, parce qu'entre Cersei qui est emprisonnée avec Marguerite plus Tommen qui fait un petit peu, qui joue à Tommen quoi. C'est-à-dire qu'il s'occupe de ses chats et de ses betteraves. Je pense que... Il est trop mignon, Tommen. Oui. Bien sûr, mais c'est pas un vrai roi, tu vois. Stannis n'aurait jamais fait ça. Bref. Donc je pense que là, pour le coup, ils sont dans une bonne configuration, puisque je pense que pour le moment, la couronne n'a pas les moyens de réagir pour le moment. Elle ne peut pas réagir là. Ils sont bloqués par des luttes internes et personne va prendre de décision là. T'as une armée qui est en train d'assiéger Port-Réal parce que à l'intérieur t'as quand même des moineaux qui sont sur la place de Baelor, si je dis pas de bêtises, et à tout moment ça peut se barrer en sucette. Donc là, Dorne, ils ont une avenue quoi, ils ont un boulevard. Bah ouais, c'est ça. Entre toutes les bisbilles dans le nord, entre Euron qui est en plus en train d'attaquer de l'autre côté, donc qui est en plus en train de divertir encore des troupes. Oui. À Dorne, d'ailleurs dans le Val d'Arin c'est pareil, eux ils ont pas participé à la guerre, du coup ils ont des armées complètes. Oui. Et ça y est, ils peuvent venir jouer les mouches du coche et hop. Oui, tiens d'ailleurs, ça sera des bons sujets à traiter ça, Euron et le Val d'Arin dans les prochains épisodes parce qu'il y a de quoi dire, surtout sur Euron parce que Euron.
Ouais, oui, bon, ça suffit. Enfin bon, Euron, il est quand même grave moins classe que Sombrastre. Parce que Sombrastre, c'est quand même THE personnage, quoi. Avec ses yeux violets, avec sa mèche argentée, mais mon Dieu, quoi, il est formidable. Moi, je pense que c'est quand même la meilleure chose qui existe dans Fist for Crows et dans le plan d'Ariane, quoi. C'est Sombrastre. Il est génial. Vous voulez une anecdote amusante? Je crois que tout le monde la connaît, mais je vais quand même la rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui la connaissent pas. Mais Martins s'est étonné de la réaction qu'ont eu les gens envers Darkstar, en fait. Parce que pour lui, c'était un personnage trop classe, il l'avait trop bien écrit et tout. Et en fait, non, il est juste ridicule. Enfin, son I Am of the Night, c'est juste. Moi, j'aime bien Sombrastre. Oui, bon, enfin, il est ridicule. Enfin. Bah, moi, je trouve mais pas. c'est l'épée du matin et tout, machin. Ouais, court, quoi. Oh là là, moi, je l'aime bien, je trouve qu'il a la classe et tout. Et moi, puis en plus, de toute façon, c'est un Targaryen en vadrouille, on le sait tous, puisqu'il a les yeux violets, c'est connu. Tous les personnages qui ont des yeux violets sont mais même sans aller là-dedans, c'est quand même un personnage, moi, je trouve, qui a la classe, et j'aimerais bien qu'on le revoie, et pas juste pour se faire trucider par Balon Swan. Moi aussi, je veux le revoir. Attends, moi je vous préviens, si jamais dans le prologue de Tuo, c'est Aerota et Balon Swan qui vont à la poursuite de la Darkstar, et que Darkstar réussit à tuer Aerota et ou Balon Swan, moi je vous préviens, je balance le livre par la fenêtre. Hein. C'est hors de question. Moi, mais en plus Balon Swan il est nul. Non, mais c'est ça, Balon Swan il est nul. Ok, pas Aerota, mais... Ça je m'en fous. Bon, mais Aerota, non, c'est pas possible. Non mais d'accord, mais Balon Swan, tu vois, Sombrastre il peut tuer Balon Swan et après être classe et après faire des trucs stylés. Ouais, je suis d'accord. C'est tellement classe de couper l'oreille à une gamine. Non mais ça suffit, oui. Déjà il a pas fait exprès, il voulait la tuer, donc voilà. mais... Ok, je ne relèverai pas parce que c'est pas possible quoi. Et... Oui, d'accord. Bon, tu m'as mouché. Voilà. Tu dis ça parce que tu es jaloux. De toute façon, toi aussi tu voudrais une mèche blanche et des yeux violets. Non. Tu voudrais être un Dane. Non mais c'est trop bien d'être un Dane, de toute façon, les Danes ils ont trop la classe. Bon, on fera un débat sur Arthur Dane. Sur l'épée du matin. Ah, l'épée du matin. Voilà. Au secours. Bon, très bien. Bon, bah voilà, on a fait le tour sur Ariane et cette partie de Dawn, je pense. Je pense aussi, sauf si vous voyez d'autres trucs. Non, bah je pense qu'on a fini. On va passer à la suite. On va passer à la suite. Et du coup, il est l'heure de passer à nos recommandations, et je vais garder la main pour vous parler des recommandations que j'ai faites pour cette saison-ci. Donc ma première reco, ce sera un jeu vidéo, voilà, pour changer. Je crois que c'était d'ailleurs une reco de jeu vidéo que j'avais fait l'année dernière, dans le premier épisode du Son du Mur. Et ben, cette fois-ci, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Nier Automata, qui est un jeu japonais qui est édité par Square Enix, et c'est un jeu qui est disponible sur PS4 et sur PC, et qui est juste excellent. Voilà, tout simplement, il est excellent. Vous aimez la vie, vous aimez le monde, vous aimez tout, vous jouez à Nier Automata. Voilà, il n'y a même pas de question à se poser. Bref, je vais faire le pitch rapidement. On est dans le futur, plusieurs milliers d'années dans le futur. La Terre a été dévastée par une apocalypse parce qu'on a été envahi par des extraterrestres qui se sont servis de machines pour asservir l'humanité. Sauf que l'humanité a réussi à sauver une partie. A réussi à se sauver en partie sur la Lune, et du coup depuis il existe une guerre entre les robots et les humains envoient des androïdes mener la guerre sur Terre. Voilà. Donc dit comme ça, c'est l'air complètement débile. Ça l'est pas du tout. Le style de jeu, c'est ce qu'on appelle un beat'em all, c'est-à-dire qu'il faut tabasser des ennemis avec différentes armes. Vous avez des combos, c'est-à-dire des combinaisons de coups qui va sortir des coups spéciaux. Vous avez deux personnages principaux qui s'appellent 2B et 9S. Donc 2B et 9S, ce sont des androïdes. Et qu'est-ce qui fait que ce jeu est génial et enfin voilà qui m'a foutu une baffe? Eh bien, c'est qu'il pose la question de savoir qu'est-ce qu'un être humain, à partir de quand la conscience peut naître. Est-ce que la conscience peut naître dans un robot? Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Ça pose plein de questions. C'est génialissime. Il faut faire le jeu plusieurs fois pour avoir l'histoire complète. Et le jeu, d'ailleurs, il est tellement bien fait que, vous avez fini votre première partie, vous avez un message de l'éditeur, donc Square Enix, qui vous dit attendez, vous avez fini le jeu, mais il faut recommencer en fait, parce que vous n'avez vu qu'une partie de l'histoire. Et effectivement, quand on recommence le jeu, eh bien, on change de personnage et ça change
toute la perspective du jeu, franchement, j'ai pris une claque, comme j'en avais pas pris depuis très longtemps. Il est fun, il est intelligent, il est vraiment passionnant. Au niveau des défauts, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des défauts, on peut taper sur la technique qui est un peu à la rue, qui est vraiment ce qui est vraiment dommageable, parce que vous avez les décors sont vraiment pas beaux, enfin bref, enfin ils sont beaux, mais je veux dire c'est pas au niveau de 2017, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2017. Voilà, je pense que au niveau des défauts il y a ça. Après, sinon, franchement, c'est une claque géniale. Voilà, faites-le. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, je ne pense pas que vous serez déçus. Et du coup, ma deuxième reco, c'est un comics pour changer. Cette fois, c'est un reboot entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un reboot, mais bon, vous allez voir. Tout le monde connaît Sabrina, l'apprentie sorcière, qui était une série avec Salem. Avec Salem le chat, avec les tantes un peu fofolles, voilà. Eh bien, Archie, parce que à la base c'est un comics, Sabrina l'apprentie sorcière, donc Archie a sorti une collection qui s'appelle Archie's Horror, et ils ont fait le reboot du coup de Sabrina l'apprentie sorcière, mais en mode dark, c'est-à-dire en mode sombre. Donc là Sabrina elle fait des rites païens, elle tue des gens, Salem c'est devenu un démon, enfin voilà, c'est le truc bien flippant et bien gore. Et du coup voilà, c'est sympa, faut regarder. Que vous dire, voilà, rien que le pitch déjà, moi j'ai été vendu à l'idée. J'avoue, j'ai pas encore commencé, mais je vais me lancer dedans parce que moi rien que l'idée de base, c'est-à-dire de faire Sabrina l'apprentie sorcière en mode sombre, moi ça me vend du rêve. Mais alors, est-ce que Salem parle toujours ? Je crois, oui, Salem part toujours quand même, faut pas déconner. Oui, quand même. Alors, et par contre, alors ça je vous le garde pour la prochaine fois, mais il se murmure qu'il existe un reboot des Pierres à Feu en dark. Voilà. Donc ça je vais pas regarder encore, je regarderai pour la prochaine fois. Oh mon dieu. Donc voilà, c'était mes recos. J'insiste vraiment, Nier Automata, allez-y, foncez dedans, c'est trop bien. John, de quoi tu vas nous faire la recommandation ? Oui, alors moi je vais vous parler de jeux de société, et je vais vous parler de plusieurs jeux de société parce que c'est un peu tous le même style et c'est tous des jeux auxquels j'ai joué dans les 3 derniers mois. Le premier dont je vais vous parler, ça s'appelle Mysterium. Donc les auteurs, c'est, alors attention, Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko. C'est paru en 2014 chez I Love Games. Et c'est un jeu un peu à la Dixit, si vous voyez ce que c'est Dixit, donc ce jeu où il y a des images très oniriques. Là, en gros, ça se joue en équipe. Il y a une équipe d'enquêteurs et un fantôme. Et en gros, ça ressemble un peu à Cluedo aussi. En fait, le fantôme doit faire deviner à chaque enquêteur un suspect, un lieu et une arme parmi tous ceux qui sont sur la table, et donc à chaque fois en fait il ne peut communiquer qu'en leur donnant des cartes images, et sachant que sur les images, pour ceux qui ont joué à Dixit, c'est le même genre d'image, des images très barrées, très jolies, mais avec plein de petits détails dans tous les sens, et sachant que le fantôme il a 7 cartes en main, et avec ces cartes là il doit donner des cartes aux enquêteurs pour qu'ils devinent, donc il a pas forcément des trucs qui correspondent, et donc voilà, tout est basé sur ça. Le fantôme donne les cartes aux enquêteurs, les enquêteurs peuvent communiquer entre eux, s'aider les uns les autres. Il faut que chaque enquêteur trouve son suspect, son lieu, son arme, et une fois qu'ils ont tous trouvé, on a une deuxième phase qui va être de trouver quel était le trio coupable. Et donc là, encore une fois, le fantôme va montrer des cartes pour désigner un des triplés, et les enquêteurs doivent désigner la bonne chose, et c'est à la majorité, et donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. Moi, je trouve ça super sympa comme jeu. C'est assez difficile, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le mode de jeu est quand même très différent entre quand on joue fantôme ou quand on joue enquêteur. Donc ça permet aussi de varier les plaisirs. Si vous aimez Dixit, ou si vous aimez les jeux un peu oniriques où il y a des images, des indices, où il faut un peu réfléchir à interpréter des choses, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi j'y ai déjà joué, et j'avoue c'est un jeu que j'aime beaucoup, et ce qui est de marrant c'est que la partie est totalement différente d'un fantôme à l'autre, quoi. En fait, les gens pensent pas pareil, alors du coup t'as quelqu'un qui va pouvoir être fantôme et qui va te donner des indices, et tu seras totalement sur la même longueur d'onde, tu trouveras tout de suite tes trucs, et puis après la partie d'après c'est quelqu'un d'autre, et là t'es là mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire, mais et c'est super drôle en fait. Ouais, parce que chacun réfléchit à sa manière, il faut réussir à se comprendre. Et c'est vrai que c'est un bon jeu sympa, on l'a fait plusieurs fois effectivement, c'est vraiment cool à jouer, une bonne reco effectivement. Mon deuxième jeu, c'est un jeu qui s'appelle When I Dream, donc qui a comme auteur Chris Darsaklis.
qui est distribué par Asmodée, qui est paru en 2017. C'est un peu le même genre dans le sens où c'est aussi un petit peu onirique. En gros, là, le concept, c'est qu'il y a un joueur qui est le rêveur, donc qui se cache les yeux. Et tous les autres joueurs voient des cartes, en fait, avec des mots dessus, qui vont faire défiler. Et pour chaque carte, chaque joueur dit chacun son tour un mot pour essayer de faire deviner le mot au rêveur. Sachant qu'en fait, il y a des joueurs qui veulent aider le rêveur à trouver, mais il y a aussi des joueurs qui veulent que le rêveur ne trouve pas. Donc, et le rêveur ne sait pas qui est qui, évidemment. Donc le rêveur va avoir des informations un peu contradictoires qui vont lui arriver, et il va devoir réussir à faire le tri là-dedans, essayer de deviner, de faire des recoupements pour trouver une logique derrière les mots qu'on lui donne, pour trouver le mot qu'on essaie de lui faire deviner, en fait. Donc pareil, c'est assez drôle comme jeu parce que c'est pas si simple en fait d'avoir les yeux fermés et de devoir retenir tous les mots qu'on nous dit pour en déduire le mot commun, sachant qu'il y a des feintes. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je recommande. On peut faire un bisou à Grémarche qui nous en avait parlé sur le forum et qui est le premier à nous avoir recommandé le jeu. Alors voilà, bisous Gré. Bisous Gré. Une nouvelle fois, c'est vraiment la star de ce podcast. Attends, dans le genre star, on peut aussi faire des bisous à Werther qui va faire le montage de ce podcast. Donc double dose de bisous pour double Werther. Dose de bisous à Werther, on lui en refera à la fin, quand on dira merci évidemment. Et mon troisième jeu dont je voulais parler, parce que je ne m'arrête pas, c'est un jeu qui s'appelle Codenames, qui date de 2015, celui-là, qui a pour auteur, attention, Vlada Chvátil, à peu près, édité par Czech Games Edition. Et donc là, le concept, c'est aussi faire deviner des mots. En gros, il y a 2 équipes, il y a 25 cartes sur la table, avec sur chacune un mot, et dans chaque équipe, il y a une personne, un maître espion, en quelque sorte, qui doit faire deviner des mots à son équipe. Donc en fait, les maîtres espions ont un espèce de plan, enfin une espèce de cartographie des mots qu'ils doivent faire deviner et des mots que l'autre doit faire deviner avec en plus un mot interdit. Donc du coup, ils savent tous les deux ce que chacun doit faire deviner. Et ils doivent dire à chaque fois, chacun leur tour, un mot et un nombre qui correspond au nombre de cartes auxquelles ça correspond. Par exemple, si je veux faire deviner montagne, neige et froid, je vais vous dire ski 3. Parce que ski, ça se rapporte à 3 mots. Je prends un exemple facile. Mais sachant que ça sera pas si facile que ça, les liens, et que en plus, il faut pas faire de lien avec, évidemment, les mots de l'autre. Parce que si mon équipe me dit oui, je pense que tu m'as dit ski pour tartiflette, et que tartiflette, c'était en fait un mot de l'autre équipe, ça va donner un point à l'autre équipe. Donc ça demande pas mal de réflexion sur les associations d'idées qu'on puisse faire, sachant qu'il y a aussi le stress il faut aller plus vite que l'autre équipe, parce que la première équipe qui trouve tous ses mots a gagné, évidemment. Donc ça pousse à prendre des risques parfois, mais il faut mesurer les risques parce que si les gens ne comprennent pas et comprennent à côté, ça peut juste nous enfoncer plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est très intéressant aussi comme jeu et voilà, c'est un peu le même genre, donc j'ai regroupé les 3. Non, j'avoue, c'est cool. Faudra que tu nous fasses jouer. Oui. Ouais. Alors j'ai aucun des 3 par contre, mais ça se trouve. Et du coup, à toi Nympha. Et alors moi, je vais vous recommander une série de livres. Alors, ça s'appelle La Passe Miroir. C'est un cycle de romans de fantasy qui a été écrit par Christelle Dabos, qui est donc une auteure française qui vit en Belgique, mais qui est donc française et dont c'est le premier roman. Et quel premier roman! Donc c'est édité chez Gallimard Jeunesse. En fait, c'est hyper sympa comme univers. En fait, l'idée donc c'est qu'on est dans un monde qui a volé en éclats à la suite d'une déchirure. On sait pas très bien ce qui s'est passé exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que maintenant, il ne reste plus que des petites arches qui flottent dans les cieux. Et sur chacune de ces arches, il y a un grand esprit de famille qui vit avec toute une communauté, sa famille. Et donc cet esprit de famille leur transfère des pouvoirs. Donc chaque arche a un pouvoir particulier. Et en fait, on va suivre Ophélie qui vient de l'arche d'Anima, qui est une arche où les objets ont une vie. Et donc, Ophélie étant animiste, elle a un don particulier, c'est-à-dire qu'elle est liseuse. Elle peut lire le passé d'un objet en le touchant. Et en plus de ça, elle peut voyager à travers les miroirs. D'où le titre de la saga qui s'appelle La Passe Miroir.
À la base, c'est un clin d'œil au passe-muraille. Voilà, elle en a fait la passe-miroir. Et en fait, donc Ophélie, elle vit tranquillement sur sa petite arche, et un beau jour, on lui apprend qu'elle va devoir épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré et qui vient d'une autre arche, l'arche du pôle, qui est une arche où il fait froid. Vous vous doutez bien, c'est le pôle Nord. Et en fait, du coup, on va suivre son voyage au pôle, où du coup, elle va découvrir à la fois cette arche froide et vraiment violente, avec son fiancé qui est pas forcément très aimable, et des personnages aussi qui sont assez loin de son univers. Et donc on va suivre sa découverte du pôle, et là on va se rendre compte que il y a des secrets qui se passent, et des secrets même entre les arches, que finalement il y aurait quelque chose qui aurait causé la déchirure et qu'on voudrait cacher. Et en fait, petit à petit, on déroule le fil et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, et Ophélie va mener sa petite enquête tout en découvrant ce monde fou. Donc il y a pour l'instant 3 tomes qui sont parus, donc du coup plus tard elle va visiter d'autres arches que le pôle, donc on élargit l'univers au fur et à mesure, et en fait l'univers est hyper imaginatif, et en plus l'héroïne est toute mignonne, alors c'est vachement agréable à suivre, quoi. On s'attache vachement à elle, et alors c'est assez jeunesse, donc du coup c'est pas super prise de tête, c'est pas mais ça se lit tout seul, et c'est un vrai petit plaisir. Alors normalement il y a un 4e tome qui devrait sortir incessamment sous peu, et ce sera le dernier de la série, donc du coup personnellement j'attends vraiment la suite avec impatience, parce que j'ai vraiment été charmée par cette saga. Cool. J'ai justement te demandé combien il y avait de tomes, donc du coup il y en a 4 après, c'est bien. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Ouais, c'était Chris, je pense, qui en avait parlé déjà, qui m'en avait parlé, et qui l'avait bien vendu aussi. Je les ai achetés. Je les ai pas lus encore. Mais ils sont posés dans ma chambre. Ils sont vraiment chouettes. Oui. En plus, ça se lit tout seul, quoi. C'est bien écrit, et puis voilà, c'est plein de bonnes idées, un super world building. Enfin vraiment, on a eu le plaisir de la découverte de l'univers au fur et à mesure. C'est super bien fait. Bon, bah encore un truc de plus à rajouter sur ma pile à lire, c'est bien. Merci. Comme si on en avait besoin. Ouais, je te jure. Moi, j'ai acheté les Wildcards aussi, les 3 premiers tomes, donc. Moi, je dois avoir. Je crois que j'ai les 6 là. Ouais, j'ai les 6. Et moi, je viens de recevoir Rétrospective, et je peux vous dire que c'est un sacré pavé. Alors du coup, pareil. Ouais, Rétrospective, effectivement. Ça sera dans un second temps, parce que là, il faut un monte charge, là, je pense. Bon, il est énorme. Oui, c'est génial. C'est un énorme bouquin. C'est un vrai pavé avec que du Martine. Ouais, oui. C'est trop bien. Oui, ça, si vous l'avez pas vu, il faut le voir, parce qu'il est vraiment très gros. Il est énorme, le truc. Je crois que c'est l'un des plus gros livres que j'ai vu. Et si vous êtes intéressé, on a fait un petit article qui parle des écrits de Martine dans les mondes de la science-fiction, qui notamment introduit beaucoup des nouvelles qui se trouvent dans Rétrospective. Donc du coup, allez voir sur le blog si vous voulez un peu voir ce qu'a fait Martine ailleurs que dans le Trône de Fer. Et ben on en parle sur le blog. Ouais, le blog il est bien, le blog est beau, le blog est grand, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie encore de nous écouter. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, enfin bref, tout plein de choses. On est toujours preneur d'avis et de critiques pour nous améliorer, parce que faut pas oublier que ça fait 1 an maintenant, voilà. Joyeux anniversaire. Parce que à la base, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Hein. On est reparti pour une nouvelle année. Moi qui ai toujours l'habitude d'abandonner mes projets au bout de voilà. Mais bon, maintenant qu'on est lancé, c'est bon. Non, mais c'est bon. De toute façon, on va pas s'arrêter avant toi. Hein. C'est ça, au moins. Au moins. On aura tellement de trucs à dire. Oh là là, mon Dieu. Mais là, je pense qu'on changera le rythme. On le fera toutes les semaines. 1 heure de tout par semaine. 1 heure de tout par semaine, exactement. Bon. Atelier lecture. Hein. Ouais. Oh là. Bon. Bref. On a plein de projets, on a plein d'idées, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous faire. On vous fait des bisous. On fait des bisous à notre monteur magique Werther. J'ai dire Chris, mais par habitude. Parce que oui, Chris ne pouvait pas pour cet épisode-ci. Monsieur est parti dans les terres du milieu, donc voilà.
qu'est-ce que vous voulez? Des fois, hein, il y a des aventures qu'il faut vivre. Donc voilà, on remercie encore Werther de nous faire le montage. Et puis on vous fait des bisous. Gros bisous. Ouais. À la prochaine. Bisous, à la prochaine.